Tiers livre, atelier d'écriture, été 2016, c'est le numéro 7. Vous croyez ça, vous? Eh ben ouais. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est pas la même chose, ce truc-là. Il n'y a pas de prise en charge, je fais pas des retours avec des commentaires, des analyses et tous ces machins-là. C'est le boulot qu'on se fait ensemble, à lire ensemble, à répéter l'exercice. Il y a quelque chose qui progresse et qui progresse les uns par les autres, et ça me suffit. Ce serait différent si, évidemment, quand je suis, par exemple, avec les étudiants de mon école, il y a une responsabilité. Cadrer, faire avancer, amener des éléments, s'orienter dans les livres, etc. Et puis, on n'oublie pas ce contexte pour autant, mais là, moi, ce qui m'intéresse, ensemble, c'est d'aller dans des zones où on n'est pas allé, voir ce que ça donne. L'atelier avec les étudiants, sûr que sur le même thème, ils vont l'écoper. Mais au moins, je saurai quoi faire. Donc, ce que je vous propose là, je ne l'ai jamais fait. C'est complètement à l'aveuglette, complètement à tâtons. Et précisément parce que c'est la 7e séance, on peut s'y lancer tous ensemble. Plus et mieux. Ok ? Je vais y aller comme ça, un petit peu à l'aveuglette, ou comme une sorte de natation. On goûte le grain de la voix, comme un oiseau picore ses graines avec parcimonie, ou comme on lèche du miel sur ses doigts. Le grain de la voix équivaut au grain de beauté, aux rides, aux taches, aux muscles et au corps, le teint de la peau, les articulations qui se déplient, les cils qui frémissent, les cheveux qu'on touche, le mouvement des lèvres qui articulent cette voix. Le grain de la voix est le corps même de la voix, les membres de la voix. C'est ce qui fait qu'il est si difficile, même sans doute impossible, à décrire. Le corps, lui, peut se laisser décrire. Le visuel s'accommode davantage de la description que la musique ou la voix, qui touchent à l'indescriptible, quand bien même elles sont les plus reconnaissables. Nous aussi, nous serons un jour une telle voix, audible, quoique détachée de son appareil qui est le corps. Je ne sais pas si vous connaissez La Voix sombre, un livre de Ryoko Sekiguchi, qui est petit mais magnifique d'un bout à l'autre. J'en lis d'autres petits bouts comme ça au hasard. Abstraite, non, la voix, comme je viens de l'écrire, est toujours concrète. C'est la source de la voix qui est soustraite au monde, tout comme je suis soustraite au monde dans lequel cette voix existait tout entière. On écoute cette voix toujours présente, qui est la présence même. Le choc initial est certes moins vif, mais passé l'impression d'usure, à peine quelques secondes, et le présent revient, indélébile. La voix existe, mais c'est la fin. La voix est au présent, mais on est après la fin. De nouvelles phrases ne s'écrivent plus, la réplique n'est plus possible. C'est après la fin que l'on se rend compte de la présence dans la voix. Avec une personne vivante, le présent de la voix s'intègre dans la présence même de la personne qui brille dans la vie. Soustraite au corps, soustraite à la vie d'un être, la voix révèle sa présence désœuvrée. La voix me touche. Cette voix m'a accompagné doublement quand ton corps était en vie, à l'époque où cette voix était présente doublement, tantôt à mes côtés, tantôt diffusée par la radio japonaise. Je l'écoutais en terre d'exil, tout près, de loin. La fin a duré un moment à l'antenne. Après son départ, on a diffusé ce qui avait été enregistré. Après la mort, ce n'est pas une rediffusion. On l'écoute pour la première fois, mais en sachant que le stock sera bientôt épuisé. La mort en différé. On ne va pas, nous, se risquer dans ces zones graves. On ne fait pas ça dans le cadre d'un exercice d'été. La force et la beauté de ce petit livre en format de Ryoko Sekiguchi, c'est précisément qu'elle se risque dans la voie des morts, qu'elle se risque dans la voie après la mort, qu'elle se risque à rechercher la présence de l'être vivant après qu'il est mort, en passant, en traversant sa voix, le grain de la voix, l'organisation de la voix, et surtout, ce qu'elle dit indescriptible, cette présence de la voix.
Alors évidemment, pas besoin de baratiner une demi-heure, ça va être ça notre exercice. Explorer la voix. Est-ce que c'est si surprenant ou si facile ou si évident? L'univers de Louis, évidemment, est constamment présent. La parole, on la reçoit par Louis. Mais si vous explorez le chemin ou le mouvement de la littérature, vous verrez que c'est pas si évident. La bande son, on a longtemps été dans des univers de silence, dans des mondes de silence. Il n'y avait pas les radios, il n'y avait pas les bruits des voitures, il n'y avait pas ce bruit de fond permanent de la ville, de tout ce qui gronde. Il y avait présence naturelle sans doute extrêmement forte. Le bruit est venu dans les années 70. Je ne pense pas qu'on puisse écrire et travailler aujourd'hui de la même façon. C'est venu aussi par le cinéma. Rappelez-vous les textes d'Artaud expliquant que le cinéma, au moment où il cesse d'être muet, redevient du théâtre et quitte l'endroit où les images s'organisent elles-mêmes. Et dans le cinéma, c'est que la bande son est un élément comme ça aussi décisif probablement que le travail d'image. Alors des exercices comme ça sur... vous voyez, c'est très simple. Prendre l'univers, ce qu'on entend, Louis, et en faire le texte, et pousser le texte à sa limite, exacerber Louis, la voix, ce qu'on entend, précisément parce qu'on va laisser tout le reste. Ça va être ça ma proposition. Et ça, par contre, probablement, c'est très nouveau. Regardez Henri Michaud, par exemple. Pour moi, c'est la première fois que j'ai travaillé sur ce genre d'idée-là. Ce que j'ai pris, vous pouvez le trouver facilement sur YouTube ou ce que vous voulez, ou sur le fabuleux ubuweb.com. Après ces 3 livres sur la drogue, Misérable miracle, Connaissance par le gouffre, L'infini turbulent, Michaud accepte la commande qui lui est faite de fabriquer un film qui rendrait compte de ce qu'il y a dans ses livres. Les images, il arrive à les construire. Par contre, il y a toute une section écrite, pour moi, un texte majeur comme ça, d'irruption de nouveau dans la langue française, qui a simplement pour titre « Bruit à chercher ». Et donc, ce texte, il est simplement, pour un film qui va durer une trentaine de minutes maximum, tout ce que Michaud souhaite mettre dans la bande-son. Et dans ce texte, il ne décrit que les bruits, les voix, les ambiances, les événements, les accidents, les choses inventées, les choses organisées. La musique, c'est du bruit organisé qui vont constituer la bande-son de son film. Ce texte, pour moi, est un texte majeur. Vous voyez, c'est là où on définit, nous, le territoire. Tout d'un coup, il n'y a plus que ça, que l'audible, Louis, et nous, là, ce qu'on construit, c'est est-ce qu'on peut aller dire une voix? Des exercices comme ça, pour moi, c'est un petit peu les pépites qu'on met comme ça sur notre chemin. Par exemple, ce n'est pas quelque chose que je fais tous les ans, mais quelque chose à quoi j'aime régulièrement revenir. C'est comment dire un visage. Vous cherchez dans Balzac, il y a toujours 2 oreilles, un nez. Balzac va dire qu'il a l'angle un petit peu raplapla et puis que les cheveux sont comme ça. C'est pas intéressant, ce genre de travail. Par contre, dans le livre des ressemblances d'Edmond Jabès, il y a un chapitre qui s'intitule « Je n'ai jamais décrit votre visage ». Et la réflexion, là, sur le visage d'Edmond Jabès, ce qui est génial, c'est qu'en une dizaine de pages, elle va passer par écrire un bout de dialogue, écrire une question, écrire une toute petite incise, comme ça, sur le visage. Et en respectant au plus près, comme ça, ce titre, je n'ai jamais décrit votre visage. La constellation, comme on l'avait fait un petit peu plus tôt là, avec Ponge, la constellation des choses qui vont venir dire le visage, chaque fois en s'organisant depuis une forme différente, mais s'arrêtant à distance, parce qu'un nez dans une figure, c'est le cas à peu près de tout le monde, sauf de héros de Gogol, bien sûr, le nez de Gogol. Voilà, ça c'est pour le visage. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec la voix? J'ai dans mes mains aussi, avec le Ryoko Sekiguchi, j'ai 2
d'un de mes bons hommes qui est un petit peu fétiche aussi, Giorgio Manganelli. Et Manganelli procède aussi comme ça. Chacun de ses bouquins est une exploration un peu folle, une exploration où il y a toujours du maladroit, où il y a toujours des trucs en trop et tout ça, mais dans cette exploration de Manganelli, il nous donne comme ça, il fait comme ça une espèce de portrait éclaté des territoires à conquérir pour la littérature. Et j'en ai pour preuve ce livre, justement, que je ne peux pas utiliser ici aujourd'hui, qui s'appelle La Nuit. Est-ce qu'on peut faire un livre qui soit tout entier, consacré par l'écriture à la nuit? Quand est-ce que ça vient en littérature, la nuit? Ben ouais, c'est une histoire. Regardez Rabelais, regardez par exemple dans Gargantua, quand il s'élance comme ça le matin pour surprendre les ennemis à l'aube, et qu'il faut juste comme ça une toute petite limite de jour, mais que c'est précisément le fait que le jour est à sa limite qu'on peut marcher, mais que ça va générer des quiproquos. Et ensuite, dans le quart-livre, il y aura ces infractions de nuée, chapitre de la tempête, c'est-à-dire tout d'un coup, l'obscurité devient stroboscope, et donc on peut arriver enfin à décrire quelque chose qui se passe là où on ne voit pas, précisément parce que c'est discontinu. Puis il y a dans le Don Quichotte, quelques temps après, ce Sancho qui traverse comme ça le village du Toboso à la tombée de la nuit, et finalement, comme cette Dulcinée qu'il veut chercher, il ne tient pas à la trouver parce qu'il sait qu'elle est une invention de Don Quichotte qui ne correspond pas à cette paysanne qu'il connaît. Et bien, à mesure qu'il va avancer, la réalité va disparaître puisque la nuit tombe. La nuit a une histoire en littérature. Prenez dans Proust, à un moment donné, c'est ce truc incroyable qui rajoute dans la recherche 1914-1918, et le narrateur, tout d'un coup, revient en 1916 à Paris, et parce que Paris est dans le blackout, qu'il est interdit de s'éclairer, le narrateur traverse à pied Paris, et c'est là où il va y avoir cette scène incroyable du bordel de garçons. Paris, la nuit, existe à ce moment-là et devient l'allégorie de cette espèce de 4 ans de guerre qui troue la recherche. Alors, avant que vous en ayez trop marre, pourquoi cette digression? Parce que Manganelli tient tout un livre, qui est peut-être un peu plus petit, et c'était chez Bourgois, traduit en quelle année, je vais vous le dire tout de suite, paru en Italie en 1987, traduit chez Bourgois en 1994. Vous voyez, on n'est pas dans l'Antiquité, et ces 140 pages ne concernent que des éléments qui arrivent comme ça par Louis, et constitue un récit fait uniquement de blocs, de ce qu'on peut entendre. Si j'ouvre comme ça, mais tout ça est parlé à tort et à travers. Il est de toute façon certain que ton écoute est justement l'écoute qui revient à ces sons d'où qu'ils proviennent et de quelque façon qu'ils aient pu être projetés. Et quant à leur sens, cela ne peut être rien de plus que l'un de nos plus violents désirs didascaliques auxquels ta peur générique d'être inapte à survivre à des messages si pertinents et peut-être complètement dépourvus de signification n'est peut-être pas étrangère. J'observe que ton corps a eu maintenant un tressaillement rapidement, je sais pas. Lorsque le son se fait doux et amène, lent et anxieux, il s'enchevêtre à toi et tu t'apaises, le donnes, te concède à l'amicale embûche du son, et tandis que tu t'y opposes, tu ne la refuses pas, tu ne peux en aucune façon la refuser. Toi, peut-être, redoutes-tu que cette musique puisse te dévorer, que tu le redoutes n'est pas irraisonnable, mais non irréparable, et bien que cette musique corporelle te semble menaçante, et que de fait elle l'est bien, elle est néanmoins toujours une alternative au silence, et toi, tu n'oserais pas renoncer à cette menace qui t'offre une hallucination d'existence. Si tu pouvais discourir avec cette bête, mais avec l'animal aveugle et sombre, avec la chose ignare et obscure, peut-être folle, il n'est pas possible de discourir, seulement d'écouter le grondement qui te lèche les membres, qui te fouille, afin qu'en toi les entrailles et les intestins, le foie passionnel, la rate timide, le pancréas onéreux, écoute et qu'anxieux, sans langue simule cette bête qui n'a pas d'orifice, et la langue est fiction de ses nerfs, mais la fiction des nerfs vibre tes nerfs, écoute, se protège, se défendent, mais n'ose se protéger. Est-ce bien le mot, se protéger de la déchirante ironie du son? Un petit extrait
Giorgio Manganelli, bruit ou voix. Et là, c'est juste ce passage ouvert au hasard, c'est cette espèce de bruit interne permanent du corps et ce qu'on peut entendre de ce bruit du corps qu'on ne maîtrise pas comme ça dans l'insomnie ou le silence. Je peux pas la retrouver comme ça si vite. Je sais que dans Proust, il y a aussi comme ça un passage où il parle c'est un passage qui n'appartient pas à la recherche. Ça commence à me revenir maintenant. C'est un passage après la mort de sa mère, un passage juste avant dans cette bascule où va se générer la recherche. Et c'est 2 pages comme ça un peu folle, mais déchirante ou délirante, je sais pas, sur dire qu'est-ce que ce serait de conserver la voix de quelqu'un. Et là, on retrouve le thème de Ryoko Sekiguchi. Ouais. Est-ce qu'il y aurait de présence en conservant la voix par l'hallucination qu'elle nous donnerait de celui ou celle qui n'est plus, ne serait pas un redoublement ou une ampliation du deuil bien plus forte que ce que nous apprenons à travailler avec dans ou par le deuil. Alors, qu'est-ce que je vous demande, moi ? Il n'y a pas de consigne, il y a un thème, il y a un territoire. Dans ce territoire, bien sûr, vous allez trouver dans le site un petit extrait de Manganelli, je dois avoir, un petit extrait du texte de Michaud, de l'homme visionnaire, où il y a tous ces bruits, là, vous le trouverez. Donc, vous avez de quoi travailler. Je vais aussi vous copier des petits extraits du Ryoko Sekiguchi. Par contre, on est à l'aventure, on est à tâtons. On est dans une ténèbre. Comment parler de la voix de quelqu'un ? Quel est ce quelqu'un dont vous allez aller chercher la voix ? Est-ce que c'est quelqu'un de lointain ? Est-ce que c'est quelqu'un de proche ? Comment vous allez fragmenter ça ? Comment vous allez multiplier ? Pensez vraiment lourdement au continu, au discontinu. Comment vous allez trouver des exemples ? Partez des phrases qu'il prononce. Parlez des manières de parler de cette personne. On sera encore toujours dans une grande discrétion. Pas besoin de dire qui c'est, pas besoin de dire le rapport à vous. On parle d'une voix, on ne parle pas d'une personne. Il y a évidemment des textes de Barthes aussi. Il y a un texte qui s'appelle le grain de la voix. Il y a plein de choses sur la voix aussi dans Fragments du discours amoureux. On est dans cet univers. Ce que je vous suggère, ou ce que je vous demande, c'est d'entrer dans cette espèce de... Vous savez, comme en acoustique, on a des chambres sourdes. Tout d'un coup, il n'y a plus rien à voir. Tout d'un coup, on ferme les yeux et on entend. Et tout d'un coup, dans cette réminiscence, ce qui vient, c'est des paroles et des manières de tenir parole. Et c'est cette accumulation de choses comme ça qui vont permettre de tenir parole. Elles vont fabriquer le texte, mais elles vont le fabriquer avec la voix vers laquelle on va. Je me dis, c'est pas forcément pour aller travailler sur le deuil. Méfiez-vous du deuil, méfiez-vous de la mort. On va être dans quelque chose d'extrêmement intime. Vous savez que c'est quand on perd un être cher, l'obsession des voix, c'est une des premières à revenir avant même ces images un peu folles qui ressurgissent, qui sont cette espèce de mouvement terrible par quoi le cerveau essaye de s'approprier l'idée que le disparu ne reviendra pas. Ryoko Sekiguchi insère son livre dans cet espace de la mort, et avec la voix qui traverse comme ça le temps pour vous revenir matériellement par-delà ces trucs-là. Essayez de penser à tous les appareils de reproduction de la voix. Comment vous avez été confronté vous-même à ces espaces comme ça de reproduction, les téléphones, les répondeurs, les cassettes, les enregistrements qu'on fait, mais surtout c'est simplement ce souvenir, cette rémanence auditive. Est-ce que c'est la même chose, la mémoire qui se souvient des images et la mémoire qui se souvient des voix? C'est pas au même endroit du cerveau, c'est pas la même organisation du temps, c'est pas la même façon de le reconvoquer. Vous voyez, je suis à tâtons. Un petit dernier de Ryoko pour la route. Je l'ai découverte à La Baule, écrivain au bord de mer, Ryoko Sekiguchi, et c'est vraiment quelqu'un d'une cohérence et d'une finesse énorme. J'ai ramené ça aussi de La Baule. Une planète
fait à partir d'une boule de tourbe qui était comme ça, et à mesure que la tourbe se dessèche, cette boule rétrécit progressivement. Merci Arnaud Delacote. Si nous pouvions enregistrer les conversations que nous avons eues au téléphone, à quelle temporalité appartiendraient nos voix ? Le surgissement de la voix se produit au présent, mais il s'agit de la voix d'une personne vivante. Retiendra-t-on son enregistrement du côté de la temporalité des vivants ? Vous voyez, c'est juste, non pas la voix elle-même, mais tout, en décrivant tous les dispositifs, tous les contextes, les modes même de réminiscence et les moments de cette réminiscence. Ayant sur la mémoire, la voix, on ne la décrit pas. Par contre, en décrivant toutes ces occurrences qui sont liées, je vous répète, par exemple, partir des paroles, des mots, des textes de Nathalie Sarraute, par exemple, dans l'usage de la parole, il y a un chapitre qui s'appelle « Mon petit ». Comment quelqu'un dit à un autre « Mon petit ». Et elle revient comme ça 30 fois sur cette prononciation « Mon petit ». Et puis, chaque fois, ce que ça recouvre comme ça de la réalité qui peut être extrêmement violente entre ces deux êtres. Je pense qu'on la croisera aussi dans cet exercice, dans ce parcours, Nathalie Sarraute. J'ai envie de m'en tenir là. Puis en plus, là, pour des raisons très concrètes, je l'enregistre un petit peu à l'avance. Donc de toute façon, il y a ce qui se passe aussi sur le site pour compléter. Mais pour moi, là, donc c'est un texte que j'ai découvert récemment, mais il y a l'évidence, et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de Edmond Jabès, vous savez, le livre des questions, le livre des ressemblances, et cette manière de travailler sur le visage à partir de cette phrase « Je n'ai jamais décrit ton visage », et bien moi, même avec mes 20 ans de pratique et mes ateliers, et même avec ces choses que je fais pas depuis si longtemps, depuis 2 ans, sur le bruit et l'audible à partir de ce texte de Michaud que vous avez là dans les documents habituels. Ce livre de Ryoko Sekiguchi m'est apparu avec évidence comme un livre qui pouvait porter un travail spécifique et que cherchez dans votre bibliothèque autour de vous, là, les livres que vous avez, vous verrez que c'est franchement pas quelque chose de fréquent, c'est pas quelque chose d'ordinaire que de travailler sur la voix, la mémoire d'une voix, et de recomposer un être à travers la fragmentation, l'éclatement, les dispositifs, la mémoire qu'on peut avoir de cette voix. Je vous lis même la 4 de couverture. Tu focuses, ça pareil ? C'est un livre sur les voix, des voix enregistrées qui continuent d'émettre au présent, sur l'expérience de la perte et sur certaines ondes qui nous touchent. Je ne vous demande pas d'entrer dans cette part occulte. Prenons la voix et on demandera à Ryoko de les lire, nos textes. Et allons chercher la voix des vivants. Ma tête, Ryoko Sekiguchi.